CGTN, China Global Television Network. The quaint archipelago known as the Islands of the Moon lies in the Mozambican Channel, just an hour's flight from the African mainland. Now, the Union of Comoros, as they are more commonly known, is governed by President Azali Assoumani, who in March of 2019 was re-elected as president of the country. As he begins his new term in office, we sat down for a conversation with President Azali and asked what lies ahead for the Union of Comoros. I'm Beatrice Marshall. Welcome to this special edition of Talk Africa. Now, since gaining independence in 1975, the country has had a turbulent history. It has, however, enjoyed greater peace and stability during the last few years, and new development policies have increased the country's GDP growth rate to almost 3%. Before we sit down with the president, let's take a closer look at the Union of Comoros. The Union of Comoros is a volcanic archipelago that lies in the Indian Ocean off the east coast of Africa. It's formed by three main islands, Grande Comore, Anjouan and Moheli. The island of Mayotte is currently in contention with France. The country lies off the beaten path of conventional tourist destinations, but boasts a welcoming population, beautiful landscapes and stunning clear blue waters. The capital, Moroni, is a vibrant mix of old and new. Narrow streets are often bumper to bumper, while the colorful traditional markets sell everything from fresh fish to clothes and spices. The small central business district houses banks, government offices, and other institutions beautifully built in traditional architectural styles. The island nation gained independence from France in 1975 and has since had a history of political instability and poor economic growth. The country is one of the poorest in the world and still has a relatively poor transport and communication infrastructure, a result of over 20 coups that have taken place since the country gained independence. Over the last few years, however, development policies in key sectors have started to revitalize the economy. In addition to developing hydroelectric and geothermal power stations, there is now an indoor market, new roads, and a 600-bed hospital which is under construction in Moroni. A new port is also being planned in the country. Agriculture, including fishing, is the leading sector of the economy. It contributes 40% of the GDP, employs 80% of the labor force, and provides most of the exports. The Comoros are among the world's largest producers of vanilla, cloves, and ylang-ylang, which is a key ingredient in the manufacture of perfume. As the country continues to grow and develop, enhancing the Comoros' reputation as an international tourist destination and increasing trade and development are a key part of their economic reform strategy. Your Excellency, thank you very much for giving us your time. I want to start talking about your country first. From your view, tell us about Comoros, tell us about your country. D'abord, je dois remercier de nous avoir donné cette opportunité. C'est la première fois et c'est un grand plaisir pour nous. Et vous parlez de Comores, effectivement, il y a la géographie et l'histoire. La géographie, c'est dans l'océan Indien, dans ce qu'on appelle le canal de Mozambique, une zone hautement stratégique. Mais sur le plan historique, c'est un pays qui est vraiment que Dieu a gâté, beaucoup d'origines. Hein, c'est un pays qui a été fréquenté par des Arabes, par des Bantous, par des Hindous, par des Français qui sont venus de toutes parts pour passer dans ce pays. I want to know about you, Your Excellency. Tell us a bit about yourself, because you have been president of the Comoros since 2016, and prior to that as well, you had some stints as president. Tell us about yourself. What inspired you to get into leadership? Effectivement, c'est un pays, après l'indépendance, on a eu beaucoup de problèmes.
parce qu'on a fait plus de 20 ans, tous les 5 ans, il y avait un changement de régime, une déstabilisation politique. Ceci dit, nous avons un grand problème d'origine parce que l'indépendance du pays, c'est 4 îles reconnues par le droit international, l'ONU, et la France, malheureusement, a gardé Mayotte sous son administration. Ce qui fait que malheureusement, les déstabilisations qu'il y a dans ce pays, ça passait par Mayotte. Et c'est encore pire parce que moi, je me souviens, à ce temps-là, j'étais chef d'état-major. Un Anjouanais ne pouvait pas se déplacer pour aller chez lui en jouant parce qu'on le soupçonnait qu'il avait des liens avec les Grands Comoriens. N'en parlons plus, les Grands Comoriens. Donc on a commencé même à s'entretuer. Bon, effectivement, moi j'étais chef d'état-major, ma conscience n'était pas tranquille parce qu'effectivement, j'étais aux côtés des politiques, je les ai conseillés, il faut négocier, il faut négocier. Et on les a leurrés comme quoi il y aura une intervention militaire internationale. Et ils ne voulaient pas négocier. Donc je dis négocier, ils ont refusé et j'étais obligé de m'interposer. Donc en 1999, fort heureusement, hein, la communauté internationale, malgré tout, ils ont condamné. Mais quand ils ont vu l'esprit que j'avais, c'est-à-dire la réconciliation des Comoriens par une voie pacifique, même aussi le peuple comorien, l'opposition a adhéré à cette adhésion, à ce style. On est passé à ce qu'on appelle les accords de Fomboni pour réconcilier le pays. En ce temps-là, effectivement, on a organisé des élections. Et puis à partir de là, on peut dire qu'à partir de 1992 jusqu'à il y a 20 ans, on est dans une situation stable, même si elle a renforcé. On est dans une situation stable parce qu'on a eu au moins 4 alternances pacifiques qui ont été faites par des élections pacifiques. Donc c'est vrai, il y a beaucoup à faire, mais sur le plan, en regardant comme ça, quand même, par rapport à d'autres pays, on pense qu'on est dans la bonne voie. The Comoros is now stable, but after the election in March, you also talked about appeasement of the community, and because unity, of course, of the Comoros is now quite paramount. Tell us about the appeasement pledges that you made to your people. C'est une très bonne question, parce que c'est vrai, d'autres pays, ils souffrent d'ethnie et de tribus et de religion, comme on voit partout. Mais ici, on n'a pas d'ethnie, on n'a pas un problème d'ethnie, on n'a pas un problème de tribu, on n'a pas un problème de religion. Donc effectivement, comme on a pu quand même réconcilier les Comoriens, maintenant le deal qu'il y a là, c'est effectivement d'aller de l'avant, hein, pour montrer aux Comoriens, comme je viens de le dire, que c'est un pays qui a beaucoup d'atouts. C'est un pays qui peut être le voyage de tout le monde. Et c'est là où on a essayé d'expliquer aux Comoriens qu'on a intérêt à être ensemble, la paix et la sécurité, pour aller de l'avant. Effectivement, ce n'est pas facile, parce que nous sommes dans un pays où on a opté pour la démocratie, mais là, nous allons de l'avant. Moi, par exemple, en 2001, on a fait des élections. Donc, en 2002, j'étais élu. Et pendant ces élections-là, l'opposition m'a obligé de démissionner. On a fait un gouvernement d'union nationale dont le ministre des Finances et de l'Intérieur étaient des gens de l'opposition, pour les rassurer que les élections vont bien se passer. Donc, j'ai gagné les élections en 2002. Et là, la Constitution avait dit un mandat de 4 ans non renouvelable et ça doit tourner. Et en 2006, j'ai quitté le pouvoir. Effectivement, bon, hein, des gens ont essayé de me conseiller, non, avec 4 ans, on ne peut pas dire, écoutez, là, on a une Constitution, il faut l'appliquer. Parce que si on commence à changer maintenant, ça, les Anjouanais, les Maurice, donc on les a trompés. Il faut aller de l'avant. Donc, effectivement, je n'ai pas changé. On est parti avec la Constitution. En 2016, effectivement, j'ai décidé, parce que j'ai un parti politique. Donc, on était dans l'opposition, j'étais le leader, le président d'honneur de ce parti-là. En 2016, on a décidé que je sois candidat, j'ai accepté. On est revenu au pouvoir et j'espère qu'on ne va pas décevoir les Comoriens. I want to talk a bit about your economy because ahead of the March elections, though, the World Bank's economic growth forecast for the Comoros was 2.8%. What are the sectors that are going to be your economic turnaround and are going to create transformation for your economy? Les Comores, c'est un petit pays. C'est qu'on a eu pendant 10 ans un problème d'électricité. Et dès qu'on est venu, c'est la priorité. Donc, on n'est pas parti dans les énergies renouvelables parce que ça demande beaucoup de temps d'études. Mais dans l'énergie thermique, on a acheté des groupes qu'on a transportés par avion, vu l'urgence, hein, à valeur de 15 millions d'euros. C'est bien parti avec l'énergie. On a pu effectivement les relancer. Par exemple, la construction de l'hôpital El Marouf ou bien beaucoup de routes qui se font dans les 3 îles, hein, pas seulement en juin, mais en juin, Moélé, Grande Comore. Et puis aussi, maintenant, on s'est attelé sur l'éducation,
hein, pour essayer de voir une formation professionnelle afin de donner aux jeunes un métier, hein, pour qu'ils ne soient pas les rapaces, enfin, qu'ils ne soient pas aux mains des rapaces. Donc, on a orienté ce travail-là. Et là, effectivement, on est bien parti. Mais comme on a dit pendant les actions, on a proposé un plan d'émergence, hein, d'ici 2030. Et de ce côté-là, effectivement, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de partenaires. À l'île Maurice, hein, à 2 heures d'ici, les Seychelles à 4 heures d'ici ou 3 heures. Hein, c'est des pays, même surface, même moins que nous. Hein, les Seychelles, même population, même moins que nous. Donc, c'est-à-dire, c'est des bels exemples pour nous. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'inspirer des exemples de ces pays-là pour essayer d'aller de l'avant. Et j'ai bon espoir qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver. And you have also talked about the oil sector and using that to transform your economy. How big is your oil sector? Bon, le pétrole, bon, c'est un débat. Moi, ce n'est pas la priorité. Hein, parce que le pétrole, il faut l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faut avoir les moyens de l'exploiter. Parce que si on n'a pas moyen de l'exploiter, le pétrole explose. Qu'est-ce que c'est là? L'unité d'un pays. Voir un peuple qui croit à l'intérêt général du pays. Voir des gens du pays qui croient que, voilà, si le pétrole est là, ce n'est pas pour moi ou ce n'est pas pour ma région, mais c'est pour l'intérêt du pays. Et pour cela, effectivement, pour moi, je dis, il y a un travail à faire. Le travail fait c'est quoi? Nous avons une jeunesse de 65% de moins de 33 ans. Il faut former cette jeunesse. Il faut l'occuper. Il faut imberber dans leur esprit qu'est-ce qu'on appelle un État et que l'intérêt de l'État prime avant toute chose. En ce temps-là, quand le pétrole arrive, il va être pour l'intérêt du pays. Imaginez, nous avons 4 îles ici. On s'est querellé entre les îles. Si demain le pétrole est prêt dans juin, et quand je dis, bon, ça nous appartient, on prend l'indépendance, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi on doit réunir les Comoriens, donner les moyens pour que les gens aient une conviction, un intérêt général pour y arriver. Et là, nous avons des ressources. On est un pays agricole. C'est un pays où il y a une pluviométrie de 10 mètres par an. C'est-à-dire ici, pour cultiver, on n'a pas besoin d'arroser. C'est la pluie qui arrose. On est un pays insulaire, des ressources halieutiques extraordinaires, fort heureusement. Nous et Madagascar, on a le même territoire maritime. Donc, nous avons un territoire maritime qu'on n'a jamais exploité. Et puis aussi, nous avons des sites touristiques extraordinaires. Ceux-là, pour les exploiter, comme Maurice, on n'a pas besoin de pétrole. Maurice avait le canne à sucre. Il cultivait le canne à sucre. C'est comme ça qu'on s'est développé. Mais il a joué sur le secteur tertiaire, c'est-à-dire les affaires, les banques. Il a fait appeler les gens. Ils ont exploité le pays. Ils ont développé. Maintenant, s'ils ont le pétrole, c'est un pétrole qui sera bien utilisé. Donc, nous, à l'exemple de ce pays-là, on mise d'abord sur l'agriculture, on mise d'abord sur la pêche, on mise sur le tourisme, favoriser le secteur tertiaire, c'est-à-dire les affaires, pour qu'ici, ça soit un pôle qui intéresse l'investisseur. Et on parle de pétrole, la prospection a été dit, on nous a dit que le pétrole est là. Maintenant, ça reste maintenant comment l'exploiter. Mais personnellement, je dis, passons à ce premier étape d'abord, et puis on viendra au deuxième étape. Excellency, thank you. Well, we are going to take a short break now, and when we come back, we'll continue our conversation with President Azali. Don't go away. China Global Television Network. From broadcast centers in Beijing, Washington, and Nairobi. A unique global perspective. 6 channels and a video content service. News when you want it and where you want it. On TV screens, websites, mobile platforms, and social media. CGTN. See the difference. Welcome back to Talk Africa. Now let's continue our conversation with His Excellency Azali Assoumani, President of the Union of Comoros. Your Excellency, I do want to also talk about your relations with China, because in 1975 you got your independence from France following a referendum, but 3 months later in November, China became the first country to establish diplomatic relations. How historic has that been for you, and how is your engagement with China? Effectivement, pour nous, la Chine, c'est un partenaire incomparable, ça on peut le dire. Parce que non seulement c'est le premier pays qui a reconnu l'indépendance des Comores, mais il l'a concrétisé.
c'est le premier pays à avoir ouvert une ambassade à Moroni, la Chine. Et ça ne s'arrête pas là. Donc là, on a une coopération continue, concrète avec les Chinois. Donc notre relation avec la Chine, c'est une relation exemplaire. La Chine a été au premier chef des gens qui soutiennent notre indépendance, malgré la distance, malgré le temps. Mais le Comorien, il préfère aller en Chine plutôt que d'aller dans un pays à côté, parce qu'effectivement, cette relation avec la Chine est une très bonne relation. Un Chinois, lorsqu'on dit que c'est un Comorien, là, c'est un frère à lui. Donc ici, ils sont très bien. Donc ils ont fait beaucoup d'investissements dans ce pays. Et ça, la particularité de la Chine, c'est que eux, c'est des investissements visibles à l'Assemblée nationale. C'est la Chine qui l'a construit. Donc il a fait des investissements visibles qui fait qu'effectivement, ça reconforte, ça renforce cette relation avec la Chine. Et dans le deal de l'émergence que nous avons prôné, nous savons que la Chine doit être parmi notre bien partenaire dans ce domaine-là. So ahead of the Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, you met with Chinese President Xi Jinping. What was the pillar of your discussions? What is it that you discussed with President Xi? C'était un sommet sino-africain, mais ce n'est pas beaucoup de chefs d'État qui étaient reçus. On était peut-être 3-4 à avoir l'honneur d'être reçus. J'étais parmi ceux-là. Donc c'est un grand honneur qu'ils ont fait aux Comores. Beaucoup de sociétés chinoises sont là pour travailler dans les routes. Nous avons déjà prospecté un projet de port et d'aéroport par une société chinoise. Donc on compte que la Chine va financer ce projet parce qu'effectivement, comme je le dis, étant un pays insulaire, le port, l'aéroport, c'est stratégique. Il faut les développer. On va aller dans ce sens-là. Donc la Chine, il a fait le pari du peuple. Il a construit un stade omnisport pour les jeunes. Il a fait la réfection de l'aéroport international. La radio en fait des domaines vraiment stratégiques, visibles et qui reconfortent notre partenariat avec la Chine. In terms of the strategic projects, though, and you've talked about the airport and the stadium, though, in terms of the FOCAC plans, the 8-point plan for 2019 to 2021, how is Comoros, though, how is your country putting that framework in place to benefit, particularly in terms of infrastructural development, where China is very strong on the African continent? Comme je viens de le dire, les infrastructures sont au premier chef parce que la circulation des biens et des personnes, c'est très important. Et surtout, nous, on a souffert un peu de ça par rapport à l'insularité. Parce que vous imaginez un Moélien, un jeune Moélien qui est né à Moélie, qui fait ses études à Moélie, qui part faire l'étude à l'étranger pour venir. Il n'a jamais été dans les autres îles. Parce qu'effectivement, cette circulation des personnes n'est pas bonne et des biens aussi. Parce qu'il n'y a pas la circulation des biens des personnes. Donc pour nous, l'infrastructure, c'est la stratégie. Que ce soit inter-îles ou que ce soit avec nous et les autres pays régionaux. Que ce soit, comme je le dis, aujourd'hui, nous appartenons à la COMESA, nous appartenons à la SADC. Et là, le promoteur qui est là, il ne vise pas les 600 000 Comoriens comme marché de travail, comme marché. Mais il vise les 350 millions de la SADC et pourquoi pas le 1,2 milliard de l'Afrique. Donc c'est un marché. Donc c'est à nous de faire en sorte que le promoteur puisse s'installer aux Comores, mais aussi qu'il ait les moyens de faire circuler ses biens. Donc les infrastructures, c'est une priorité par nous. Donc de ce côté-là, comme je l'ai dit, que ce soit l'aéroport, on veut faire un aéroport international, régional, qui a un caractère régional, on veut faire un grand port, et de ce côté-là, on compte sur la Chine pour ce projet phare. Mais sinon, les autres projets, que ce soit les ressources halieutiques, que ce soit aussi la transformation des produits agricoles. Nous avons ici des fruits, on a des mangues, on a tout. On peut transformer pour faire des jus, au lieu d'acheter des jus. Et de ce côté-là aussi, on compte sur les promoteurs chinois pour venir travailler avec les autres qui en veulent. So the Comoros and China have strong bilateral relations, and this year marks the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China. What would be your goodwill message to the people of China? Je dis à mon peuple chinois frère, bon anniversaire, et puis leur dire notre fierté d'avoir cette coopération avec la Chine. Quand on voit comment la Chine maintenant, sa dimension dans le monde, nous en sommes très fiers, on ne le regrette pas. On ne le regrette pas, puisque la Chine, avec son principe de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'État, a fait que la Chine a une coopération avec tous les pays d'Afrique. Pour nous, c'est un grand honneur d'avoir un partenaire comme la Chine.
Right, merci beaucoup, Your Excellency. But I do want to come back home closer to your people, because I also want to talk very briefly about your poverty levels, which according to your last household survey conducted in 2014, it was put at 18% of the population living under the $1.9 a day poverty line set by the international community. How are you lifting your people, though, out of poverty? Because this is one area where China has excelled. Donc c'est vrai, on vit une pauvreté, mais sans prétention aucune. J'espère que vous aurez le temps de circuler dans ce pays. C'est l'un des rares pays où vous ne voyez pas des gens pour circuler et distribuer du riz ou du manioc. Ça n'existe pas dans ce pays. Ce pays, malgré cet indice dont vous parlez, mais chaque Comorien est convaincu qu'il doit aller chercher sa vie. Sa vie continue, c'est à lui d'aller le chercher. Il n'attend pas quelqu'un pour le lui donner. Et ça, c'est quand même un acquis très important. C'est pourquoi, effectivement, nous, maintenant, éradiquer le chômage, c'est-à-dire créer de l'emploi aux Comoriennes et aux Comoriens, c'est très important pour nous. Et ces emplois-là, effectivement, nous avons hérité un système administratif qui fait que tout le monde voulait travailler dans le bureau. Et c'est pourquoi nous optons maintenant pour ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. C'est-à-dire inculquer dans les esprits des jeunes que le travail, c'est se prendre en charge. Comment aider ces jeunes-là à se prendre en charge, donc par rapport aux moyens qu'il a. Donc s'il veut investir quelque part, c'est à nous de créer en sorte qu'il puisse aller prendre de l'argent quelque part pour aller faire ce travail. La Banque centrale a déjà fait un séminaire de ce côté-là pour essayer d'avoir de l'argent à la disposition de ces jeunes-là pour travailler. Mais aussi, ce que nous voulons que d'autres investisseurs viennent travailler ici. Eux, ils vont recruter ces jeunes-là. Eux, ils seront un bel exemple pour ces jeunes-là. Aujourd'hui, un jeune qui travaille dans une entreprise privée, mais pourquoi demain, il ne peut pas en créer le sien? Il peut en créer. Mais effectivement, ça commence par des paillotes. Il faut essayer de les améliorer. Et de ce côté-là, on essaie effectivement de convaincre nos jeunes qu'aujourd'hui ou demain, si nous avons aussi des projets de construction de quoi que ce soit, mais c'est un grand plaisir que ce soit un Comorien qui vienne faire cela. Même à l'université aujourd'hui, on va essayer d'insérer des formations professionnelles de façon à ce que les jeunes qui sortent de là, ils peuvent trouver un emploi. S'ils ne le trouvent pas ici au Comores, ils peuvent trouver dans la région. Dans le continent, ou pourquoi pas dans le monde. Donc effectivement, c'est un deal très important. Comment éradiquer le chômage, c'est-à-dire la formation. Mais il faut cibler, effectivement, il faut cibler les secteurs que si on forme les jeunes, il peut avoir l'emploi. Parce qu'il y a un secteur qui va attendre. Mais il y a des secteurs primaires qu'il faut les former. On est sûr qu'ils sont faits dans ce sens-là, ils auront du travail. But as you're trying to eradicate poverty, though, you're also grappling with climate change, particularly as a small island developing state. Does that worry you, the state of climate change? And what is being done? What needs to be done, though? Ça nous inquiète parce qu'on voit des grands pays qui souffrent de ce changement climatique. C'est les grands pays. Et nous, les petits pays, c'est vrai, on est très vulnérables. On est très vulnérables parce qu'on sait que maintenant, il y a les eaux de la mer qui montent. Et quand ça monte, ça prend les petits pays, les territoires. Moi, je me souviens, j'étais jeune. Il y a des villages, il y avait des plages, on allait jouer. Maintenant, ces plages-là n'existent pas. Parce qu'on a pris le sable blanc qui était là, on l'a pris pour des raisons de construction. Mais la mer a aussi monté. Effectivement, on est face à ce problème-là. Donc nous, on doit se préparer pour. Mais on doit prier. Fort heureusement, la COP22 qui a été signée à Paris, beaucoup de pays ont signé, même notre partenaire la Chine, maintenant, il s'est engagé dans la lutte contre le changement climatique, même si Trump est sorti. Mais je crois que ce deal-là, il a été pris dans le phénomène mondial, parce qu'il y a des grands pays, effectivement, qui ont ce problème. Mais nous, les petits pays, c'est vrai, on est très vulnérables. On est vulnérables à côté des mers. On est vulnérables aussi, parce que ici, vous avez la mer, mais vous avez les montagnes. Et les montagnes aussi, si on arrête, on enlève les arbres et tout ça, la montagne risque de couler. Donc il y a des actions que nous, on peut faire ici, pour dire à la population, pour essayer de les sensibiliser. Mais ici, ce que nous pouvons, c'est essayer d'expliquer aux Comoriens qu'il faut respecter la forêt que nous avons, ceci il faut faire, ceci il ne faut pas faire. Et là, effectivement, s'ils acceptent, on peut aller au plus pressé, en attendant qu'effectivement, les combats qui se font dans le monde par rapport à ce phénomène climat, les gens acceptent et qu'il y ait des résultats. Et là, effectivement, on peut espérer qu'aux générations futures, ils auraient un pays où ce sera bon vivre.
I also want to get your thoughts, Excellency, on matters of globalization, because clearly the world is changing, and in recent years we have seen multilateralism coming under attack. We're seeing trade wars between China and the United States. We're also seeing the England, the UK leaving Brexit. What are your thoughts on globalization? Bon, sans prétention aucune, moi je pense que c'est des extrémistes idéologiques. Mais je ne peux pas penser que la Grande-Bretagne puisse penser qu'au XXIe siècle, au XXIIe siècle, ils peuvent se suffire entre eux-mêmes. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'avait pas pensé à ça. N'en parlons plus aujourd'hui. Je ne pense pas que les États-Unis, eux, qui veulent envahir le monde avec leurs produits, ils peuvent se former entre eux. Ben, s'ils se forment entre eux, mais leur puissance, ça sera quoi? Moi, je pense qu'on est en face de phénomènes extrémistes négatifs, politiciens. Mais la réalité de la mondialisation, on ne peut pas la nier. La réalité de la mondialisation, nous qui sommes petits, on a besoin de cette mondialisation. Mais prenez un pays comme la Chine, comme les États-Unis, qui produit tellement de choses qui dépassent le marché de son pays. Il veut qu'il y ait notre marché. Donc, en fait, c'est vrai, c'est dommage qu'on est en face de cet extrémisme qui joue un peu le protectionnisme. Pour moi, c'est un protectionnisme politique. Mais sur le plan économique, ce n'est pas possible. Donc, la mondialisation, elle est là, il faut la gérer. Il faut la gérer, maintenant, effectivement, essayer d'éviter les dégâts, c'est-à-dire les points négatifs de la mondialisation. Mais le protectionnisme, c'est fini, il n'y a pas de protectionnisme maintenant. How do you see Africa, though, reacting to this changing global scene? Do you think that the recently launched African Continental Free Trade Area is Africa's answer to the changing global dynamics? Donc, je pense que nous, Africains, on doit veiller, on doit faire très attention. Parce que, de par toutes les études, l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Que ce soit en ressources naturelles, que ce soit en ressources humaines, en méthode de population. Fort heureusement, maintenant, les Africains, ils sont formés, donc c'est une main-d'œuvre qualifiée. Les ressources humaines, on en a, que ce soit les ressources naturelles. Donc l'Afrique, c'est le demain de l'avenir, l'avenir de demain. Donc effectivement, nous, on doit faire attention à ce qu'on ne soit pas manipulé, comme ça a été le temps des colonisations. Donc aujourd'hui, on doit tirer toutes les leçons et voir maintenant ce qu'on est en train de se tirailler et faire en sorte. C'est pourquoi cette zone de libre-échange est très importante pour l'Afrique. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, ça va se tenir main dans la main. Avec la mondialisation, un pays ne peut pas se suffire lui-même et surtout qu'il ne soit pas victime de ces rapaces, qu'il ne soit pas victime de ces gens-là qui veulent venir par la force, qui ne veulent pas un accord qui respecte. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, il faut la voir, parce que c'est vrai, les pays africains ne sont pas au même niveau, que ce soit sur le plan économique ou sur tous les points de vue. Mais la zone de libre-échange, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut aller pas à pas, de façon à ce que tous les pays puissent aller adhérer pour l'avenir de l'Afrique. Parce que si on arrive à sécuriser l'Afrique, ben, l'Afrique va sortir, va se donner à la mondialisation, mais dans un sens qu'elle gagne. Comme disent les Chinois, que ce soit gagnant-gagnant. Excellency, thank you very much. Merci beaucoup. And that's all we have time for this week on Talk Africa. But a big thank you to my guest, His Excellency Azali Assoumani, President of the Union of Comoros. Remember, we'd love to hear your feedback through our social media handles on Facebook and on Twitter. And you can also catch the show on our YouTube playlist. Do keep the conversation going and tune in again next week for more Talk Africa. From me, Beatrice Marshall in Moroni, in the Union of Comoros, it's goodbye.